crois que vous avez tous entendu dire que l'État français était devenu impécunieux. Ce n'est pas une nouveauté. Je ne crois pas que ça s'arrangera. Je ne suis pas aussi pessimiste que ce que François vient de dire. Je pense que si l'école a de bons projets, elle arrivera à convaincre l'État d'intervenir et de continuer à l'assister. Mais il faut que les projets soient là aussi compétitifs par rapport à d'autres projets. Mais je crois que, comme du reste les grandes universités américaines sont financées par les anciens élèves et les programmes de recherche et de coopération avec les entreprises, il faut qu'on ait les uns et les autres conscience que dans ce modèle actuel et surtout dans la croissance, je suis intimement convaincu qu'un organisme qui ne croît pas est un organisme qui s'étiole et qui disparaît, donc il faut que l'école non seulement survive, mais il faut qu'elle continue de croître, et quand on regarde sur une vingtaine d'années, la croissance de l'école c'est 3-4% par an, donc c'est pas quelque chose de ridicule, mais il faut qu'on continue à le faire. Mais cette croissance de l'école, cette confrontation à l'international ne pourra pas se faire sans le soutien absolu des anciens élèves, au-delà du soutien des entreprises via Armin. Et si on fait un calcul assez simple, qui est de dire il y a 6 000 anciens élèves, chaque ancien élève peut donner entre 1 000 et 10 000 euros. Prenons 1 000, ça ferait 6 millions par an, 10 000, ça ferait 60 millions par an. C'est à vous de mettre le curseur là où vous souhaiterez. C'est probablement ce qu'il faut pour permettre à l'école de passer cette phase difficile. Et surtout, ce sera pour l'école, finalement, la mesure de ce joyau. Si c'est un joyau, et si vous êtes comme moi convaincu qu'on doit beaucoup à cette école, et que devant beaucoup à cette école, nous devons lui rendre ce qu'elle nous a donné, finalement, la contribution de chacun montrera et sera la véritable mesure de l'attachement. Donc la contribution, l'amour et l'argent finalement. On aime cette école, donc on contribue à assurer son développement et son avenir. Et surtout, ce qui est important pour vous comme pour moi, c'est d'assurer, de continuer à attirer les meilleurs élèves français et étrangers, parce qu'on est convaincu, vous comme moi, que le modèle de développement et le modèle d'enseignement de l'école des mines contribuent à faire finalement à donner à nos jeunes camarades qui rentrent dans l'école et qui y sont formés le socle de connaissances, de compétences et de connaissances technologiques, de connaissances scientifiques et de connaissances du monde, le socle de connaissances et d'expériences qui leur permettront d'affronter leur vie professionnelle dans une concurrence que j'ai essayé de décrire, qui est beaucoup plus vive que la concurrence qu'on avait quand nous-mêmes, quand moi-même je suis passé sur les rangs de cette école. Merci. Qui est sorti de ces moments-là, l'aspect promotion, et on vient l'aspect réseau, c'est ce qui ressort des dernières années. Ce que nous appelions à l'époque cependant l'école des mines de Paris, il y a certains cours qui m'ont marqué, certains enseignants. Il faudrait que j'évoque le cas de Jacques Lévy, qui était à l'époque directeur de l'école et professeur de métallurgie, récemment disparu, qui était à la fois un grand savant, même d'une grande simplicité. Tous ces souvenirs d'amitié que j'ai noués par-delà le temps, avec des gens qui ont toujours plaisir à se retrouver. Si je devais citer une chose, c'est peut-être la variété de tous les projets, cours, rencontres, découvertes qu'on a pu faire au fil des 3 ans. C'est ça qui était extraordinaire. Pour moi, ce n'est pas une association, l'association des anciens élèves, ce sont les anciens élèves eux-mêmes. Donc ce sont des gens que je peux revoir, que je peux recontacter. Il y a une vie de promotion
sortie d'école. Je pense qu'on sous-employait l'association. J'ai commis l'erreur de penser que l'association n'est utile que quand on en a besoin. Alors, je pense qu'il faut vraiment s'en servir quand on n'en a pas besoin. C'est presque un devoir, parce qu'à partir du moment où l'école nous a bien formés, nous a permis d'être bien embauchés ensuite, je trouve que c'est un juste retour des choses que, un, d'adhérer à l'association et deux, d'y participer au maximum en animant la promotion. Enfin, moi, en tant que délégué de promotion, j'accorde beaucoup d'importance au fait qu'on puisse se voir régulièrement, au moins une fois par an, à l'occasion de la Sainte-Barbe. Et puis, ça passe aussi par le fait de donner à l'école, donc ce qu'on a reçu, qu'on puisse effectivement en donner une partie, ça me paraît logique et normal. Bon anniversaire tout d'abord, et puis souhaiter que ça se poursuive 150 années de plus au moins. Ce que je souhaite, c'est que l'association continue de faire partager des valeurs qui étaient celles de l'école. Elle a 150 ans cette association, c'est pas tout jeune, mais il faut qu'elle reste jeune, moderne, sinon on va perdre ses liens. Continuer à se développer, c'est-à-dire qu'on ait un maximum d'adhérents, que les gens utilisent plus naturellement ce vecteur. On n'ose pas écrire, on n'ose pas téléphoner à un ancien. Et je trouve qu'effectivement, l'association doit un peu normaliser ces choses. C'est-à-dire que ça doit devenir normal pour quelqu'un qui est adhérent à l'association de recevoir un coup de fil ou de recevoir un mail et d'y répondre et de faire ce qu'il peut pour aider la personne, la conseiller, l'orienter. Le mot-clé de l'association, c'est le mot réseau. Enfin, c'est le mot qu'on nous a appris à la sortie de l'école. Et c'est vrai que le réseau, ça doit se traduire par l'association et que tout le monde en soit membre et que ça puisse prospérer ainsi. Donc nous allons passer maintenant à la table ronde proprement dite, qui devrait durer environ 1h15, 1h30. Donc ici, vous avez vu un clip vidéo, comme on dit aujourd'hui, qui a été réalisé à la rentrée de la promotion 2014, le 9 septembre. Et donc ça vous a déjà donné un aperçu de ce que peuvent ressentir certains camarades des promotions précédentes, puisque la coutume maintenant est lors de la rentrée d'une promotion et d'inviter un représentant des promotions 5 ans, 10 ans, 15 ans avant. Alors l'idée de la commémoration de ce soir, c'est pas du tout d'inaugurer les chrysanthèmes. L'idée est venue, en fait, si vous voulez, en fouillant un peu dans les archives, je me suis aperçu avec les camarades que donc l'association a été créée en 1864 par un camarade d'ailleurs de la promotion 1840, d'après ce que je viens de retrouver cet après-midi. Enfin bref, avec les camarades de la promotion 1863 de l'époque. Et en fait, cette association donc avait pour vocation, ce qui est toujours sa vocation aujourd'hui, c'est-à-dire la solidarité, l'entraide, le service, un certain nombre de services offerts à nous tous, en fait, hein, si vous voulez, enfin par nous et pour nous. En fait, l'association donc a fêté son cinquantenaire en 1914, en juin 1914. Tout ça est décrit dans le livre qui vous sera remis après le cocktail. Donc en 1914, c'était grandiose. Je crois que les festivités ont duré 4 jours. Ça s'est terminé, c'était en juin, ceci dit, juin 1914. Et donc ça s'est terminé par un banquet républicain présidé par Raymond Poincaré, qui était à l'époque président de la République, flanqué d'ailleurs d'Albert Lebrun, qui était un agir du corps des mines et qui était dans les ministères. Ensuite, donc 1964, le centenaire de l'association. Il y a eu également un événement qui a été organisé qui était tout à fait intéressant, je ne dirais pas grandiose, mais donc c'était normal, je crois, que nous fassions quelque chose cette année. Donc non pas dans un esprit, encore une fois, d'inauguration des chrysanthèmes, ni de regard vers le passé, mais plutôt de se tourner vers le futur, sachant que l'idée aujourd'hui, c'est de transmettre le flambeau à nos jeunes camarades, dont certains sont ici à la tribune. Donc, je vous propose le scénario suivant. Je vais demander à chacun de nos camarades de se présenter rapidement en 2 ou 3 minutes, de nous dire un peu qui ils sont, ce qu'ils ont fait et pourquoi ils sont là aussi, peut-être. Et puis ensuite, nous passerons à un genre de débat ou de table ronde sur quelques questions que je vous poserai et pour lesquelles je pense que nous pourrons lancer le débat ensuite avec vous tous. Alors moi ce que je propose en fait c'est peut-être de passer la parole à notre camarade Yves Quéré pour se lancer à l'eau. Le plus ancien, promotion 51, Yves Quéré. Je suis d'abord très, très heureux d'être ici, dans une école où j'ai été très heureux et à qui je dois tant moi aussi. Ma carrière a été dédiée essentiellement à l'enseignement et à la recherche,
L'enseignement, ça a été surtout à l'école polytechnique où j'ai été professeur, président du Sénat des professeurs et directeur de l'enseignement. Et la recherche, ça a été le CEA, l'école polytechnique à nouveau, et puis l'Académie des sciences où j'ai été pendant longtemps le responsable des relations internationales. Alors voilà, c'est tout pour moi, mais je voudrais tout à l'heure peut-être dire 2 mots de 2 grands anciens qui devraient être là et qui nous ont quittés. Georges Charpak, promo 44-43, et qui, à quelques jours près, nous a quittés il y a 4 ans, et Jacques Friedel, qui a été un immense scientifique français, qui était ici en promotion 44, et qui nous a quittés il y a quelques semaines. Merci. Ensuite, Briac Piriou, qui est notre Benjamin, donc le doyen de Benjamin. Bonsoir. Briac Piriou, délégué de la promotion 2010. Je suis aussi très heureux d'être là ce soir. Mes souvenirs sont encore très récents, j'en ai plein dans cet amphi. Pas forcément que des cours d'ailleurs. Je suis ancien, mais pas tout à fait, parce que j'ai tellement aimé ma scolarité à l'école des mines que j'ai décidé de la poursuivre pour 3 ans au sein du corps des mines, après avoir fait l'option machine et énergie. Au sein du corps, j'ai passé une première année à Toulouse au sein d'une entreprise qui s'appelle Actia Automotive pour faire on va dire de l'amélioration de la productivité d'une usine. Et dans une deuxième période de cette mission, j'ai développé une idée personnelle qui avait germé à l'école des mines dans le cours qui s'appelle l'acte d'entreprendre. C'est dans le thème de ce soir. Et je pars l'an prochain à San Francisco, cette fois-ci faire ce qu'on appelle du big data dans le domaine de la santé. Merci. Merci beaucoup. Donc je pense ensuite peut-être à Dominique Perrault qui pourrait enchaîner. Bonsoir. Donc je suis de la promotion 1962. J'ai eu un parcours professionnel en 2 temps. Premier temps dans l'économie internationale et deuxième temps dans la diplomatie. Dans ce deuxième temps, j'ai été ambassadeur en Afrique, à Dakar, en Asie, en Corée du Sud et en Europe, à l'OCDE, avec des missions en toute l'Europe. Et l'enseignement de Maurice Allais m'avait marqué, comme beaucoup d'autres, et je crois que c'est lui qui a éveillé ma passion pour l'économie, que j'ai tenté d'approfondir par la suite. Merci Dominique. Maintenant, on va passer la parole à Claire. Merci, bonsoir à tous. Donc Claire Gaudron, je suis de la promotion 09 et donc je suis très honorée de représenter ce soir les plus jeunes avec notamment Briac. Donc je suis sortie de l'école assez récemment, il y a 2 ans, et depuis je travaille dans un fonds d'investissement en capital risque, donc on investit dans des startups. Voilà. Très bien, merci. Ensuite peut-être Pierre. Bon, moi je suis de la promotion 72. Alors, plutôt que de parler de mon histoire, je vais plutôt parler des liens, parce que finalement c'est ça qui est assez drôle dans ce genre de circonstances. Alors, avec Jacques, je partage beaucoup de choses, y compris la fidélité à l'école, mais nous sommes des industriels, et l'un et l'autre, on a fait rentrer notre société dans le CAC 40. Ce qui est quand même une performance, et je voudrais la saluer en ce qui te concerne. Avec Dominique, en fait, on a passé quelques temps ensemble au cabinet de Michel Rocard, qui a été une autre fidélité, qui d'ailleurs va se poursuivre, parce qu'on va créer une association pour publier l'œuvre de Michel Rocard. Donc, je crois que l'aspect fidélité est très important dans tout ce qu'on peut faire. Et alors, c'est des liens qui sont plus récents, mais avec Romain, j'ai assisté en fait à la présentation que tu avais faite, d'ailleurs dans le cadre d'un comité de campagne. Et alors tu nous as parlé de manière tellement convaincante de Pritéo que j'ai instantanément envoyé mes services informatiques un étonnant de visite pour savoir ce qu'on pouvait faire sur le big data. Donc je voulais à travers ça démontrer que finalement c'est des parcours qui s'entrecroisent et que finalement c'est ça la beauté d'une association dans ses élèves, c'est de pouvoir se retrouver à travers les expériences croisées. Merci Pierre. Justement, passons la parole à Romain Nicoli. Bonsoir à tous, Romain Nicoli. Donc, moi je suis de la promo 97. Donc, je pense faire encore partie des jeunes, mais plus pour longtemps. Donc à la sortie de l'école en 2000, j'ai commencé par travailler pour Microsoft aux États-Unis.
Donc, je suis parti tout de suite, j'ai même signé le contrat avec Microsoft avant la sortie d'école. Je suis resté près de 5 ans dans le développement logiciel, donc j'ai contribué à certaines versions de Windows notamment. Et puis revenu en France en 2005 pour cofonder Criteo avec Franck Lowell dont on a parlé tout à l'heure. Et donc près de 10 ans plus tard, toujours dans Criteo avec un projet qui s'est beaucoup développé. Voilà aujourd'hui, ravi de pouvoir témoigner du parcours qui commence, puisque j'en suis encore au début. Voilà. Bien, merci beaucoup. Donc last but not least, Philippe M. Salem. Philippe M. Salem, promotion 83, la promo du bicentenaire, puisqu'on parle de différentes célébrations. J'étais en gestion scientifique, j'ai commencé mon parcours chez Arthur Andersen dans l'audit financier et de gestion. Je l'ai poursuivi en direction financière au sein du groupe Lagardère et puis dans une start-up. Et il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de créer ma propre structure qui s'appelle Astalia et qui aide les entreprises à obtenir des financements publics, essentiellement dans le domaine de l'innovation, mais pas seulement, et également une autre structure, puisque on parle de start-up et de création, également une structure qui s'appelle Aviso et qui accompagne les entreprises dans l'évaluation économique de leur politique de RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Merci Philippe. Donc au travers des trois allocutions ou introductions qui nous ont permis d'entamer cette réunion et des présentations rapides qui ont été faites, je crois que l'idée générale, si vous voulez, du thème de la soirée de ce soir, c'est l'engagement, la notion d'engagement. En quoi chacun de nous nous engageons-nous dans notre vie professionnelle, personnelle et sociale. Donc moi j'aurais envie maintenant que peut-être on refasse un tour en fonction spontanément de ce que vous avez envie de dire, sur par exemple que représente pour vous, qu'est-ce que c'est que l'idée d'association ? Est-ce que vous avez une action dans l'association, dans celle-ci ou dans une autre ? Et est-ce que vous pouvez donner une ouverture, enfin un aperçu sur cette idée ? Je ne sais pas qui voudrait... Toi, tu voulais parler de tes associations, hein ? Je voulais parler de Georges Charpak, parce que c'est l'exemple type de l'engagement. Petit garçon, il faut imaginer un petit garçon qui arrive à 7 ans à Paris, il ne parle pas un mot de français, il est polonais. Au bout de 3 mois, il parle très bien français, il apprend le français à ses parents, etc. L'école, il admire énormément l'école qu'il fait dans les années 30, donc. Et puis l'école des mines, 43, la résistance, l'arrestation, l'envoi, la déportation que, si j'ose dire, à Dachau, parce qu'il avait une fausse carte d'identité où il s'appelait Charpentier au lieu de s'appeler Charpak. Et puis, évidemment, la carrière ensuite de grand chercheur au CERN à Genève et le prix Nobel. Alors, juste, c'est là que tout démarre. Vous voyez, cet ancien mineur, au prix Nobel, il aurait pu très bien se dire, bon, j'ai la gloire, j'ai l'argent, je vais faire des conférences partout. Non, j'ai une dette. Alors il n'avait pas peut-être une dette spécialement à l'école des mines, mais il avait une dette pour l'école. D'une façon générale, il avait tellement aimé l'école primaire, j'ai une dette pour l'école. Et alors il nous enrôle, un astrophysicien, Pierre Léna et moi, et puis nous partons tous les trois voir le ministre de l'époque, qui était François Bayrou, et nous lui faisons savoir, il ne le savait pas très bien, le ministre, qu'il n'y avait plus de sciences à l'école primaire, à l'école maternelle et à l'école primaire. C'était 95 à peu près, vous voyez. Peu de temps après son prix Nobel, c'était 92. Et alors là, ça a été un engagement extraordinaire de sa part, on l'a suivi, mais il avait un charisme extraordinaire, c'était une sorte de prophète, et il a réussi à persuader le ministre qu'il fallait rénover complètement l'enseignement des sciences à l'école primaire. Et le ministre a posé très intelligemment les deux questions qu'il faut poser à ce moment-là. Il a dit, mais très bien, mais messieurs, mais pourquoi et comment voulez-vous enseigner ? Pourquoi ? Et la réponse, il s'attendait, le ministre, peut-être à ce qu'on lui dise, il nous faut beaucoup plus d'ingénieurs, bien sûr, il nous en faut, nous sommes là pour ça. Nous voulons beaucoup plus de chercheurs, bien sûr, il en faut. Mais c'était pas ça la réponse. La réponse, c'est qu'il nous faut des enfants des petits-enfants de France, et qui soient rigoureux, qui apprennent à penser scientifiquement, à penser, à chercher, à regarder le monde, à être curieux. Vous voyez, c'est ça l'enseignement des sciences. Donc voilà le pourquoi essentiel. Et puis le comment, c'était justement de faire en sorte que les enfants développent leur sens de la rigueur, leur sens de l'observation, et donc c'est de faire en sorte que les enfants apprennent la science, non pas en la lisant dans un livre ou sur un tableau, mais en la faisant. Donc la main à la pâte, c'est comme ça qu'elle est née, a consisté à ce que les enfants fassent de la science et qu'ils la fassent eux-mêmes avec leurs doigts et avec leur intelligence surtout. Et puis la main à la pâte s'est répandue dans le monde entier. Nous avons maintenant 45 pays, je pense, Chine, Amérique latine, etc., Europe, États-Unis, qui font
la main à la pâte, souvent dans le français dans le texte. Et je voulais simplement donner cet exemple comme un exemple d'un engagement extraordinaire d'un homme qui était un ancien élève de l'école polytechnique, de cette école, pardon, et qui a eu en plus un magnifique prix Nobel. Voilà. Merci. Alors je crois qu'en dehors, en plus, pour ajouter quelques mots, tu t'occupes également d'autres associations. Oui, nous avons tous, je crois, des associations, nous nous occupons tous d'associations, je n'apprendrai rien à personne ici, je suis sûr que tous, il y a une association qui me touche beaucoup personnellement, c'est une association qui s'appelle Votre école chez vous, qui consiste à faire en sorte que les professeurs aillent chez des enfants qui sont tellement malades ou handicapés qu'ils ne peuvent pas aller à l'école normale, à l'école. Et cette école, je l'aime beaucoup, j'admire beaucoup, je m'en occupe fort peu, mais j'admire beaucoup les professeurs de cette école. Merci beaucoup. Et André, qui est ici, a été le directeur de cette association pendant un certain temps. Alors, peut-être un autre témoignage dans cet ordre d'idées. Est-ce que ça vous donne envie de vous exprimer? Oui. Briac. Alors, ça va être dur de témoigner de ce qu'on peut faire après l'école, mais je peux vous parler de la manière dont les élèves s'engagent dans l'école. Les mines regorgent d'associations que les élèves chérissent. Je pense qu'en moyenne, un élève doit être dans 2 associations. Pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est une idée qui a déjà été évoquée et je pense qu'elle est très importante. C'est l'idée d'aide, de bienveillance. Quand on arrive en première année, on est couvert de petites attentions de la part de la direction des études, des autres élèves, des professeurs. Et en fin de première année, on se dit, tiens, ça n'a pas dû se faire tout seul, ça, il y a des gens qui ont dû y mettre du leur. Et en deuxième année, lorsqu'on nous propose de rentrer là-dedans, on se dit, bah oui, c'est mon rôle, c'est le moment où j'ai quelque chose à rendre. Alors pour en citer quelques-unes aux personnes qui ne les connaîtraient plus, il y a forcément le BDE qui organise la vie de toute l'école, qui fait rentrer l'argent pour organiser les soirées, les sorties, les voyages. Il y a le BDA qui permet de profiter de la vie culturelle de Paris, le bureau des sports, on va pas dire à quoi il sert. On a également le Forum Trium qui permet d'aller plus près des entreprises et également de rapporter un peu d'argent pour la vie associative de l'école. Des associations pour aider des personnes très loin, faire du développement, ou des personnes près de chez nous pour aller les aider quand elles sont en difficulté. Voilà. Et il y a plein de manières pour les élèves qui ont envie de rendre un petit peu de ce qu'on leur a donné, pour matérialiser leur engagement. Merci Briac. Est-ce qu'il y a un autre témoignage, Philippe? Je pourrais dire en réaction lorsque Lucien a pris contact avec moi et qu'il m'a parlé du thème notamment de la table ronde, je me suis dit oui, parce que j'ai horreur de m'engager. J'aime pas spécialement a priori prendre des engagements. On en prend suffisamment lorsqu'on est professionnel dans l'entreprise, auprès de ses clients, auprès de ses patrons, auprès de ses collaborateurs, de ses pairs. On a forcément une foule d'engagements. Donc on peut se dire, évidemment, on a envie peut-être de s'en sortir. Et puis, en réfléchissant, je me suis aperçu que j'étais engagé dans plein d'actions. En parallèle, je me suis demandé pourquoi, a fortiori d'ailleurs déjà, cette façon de répondre positivement à l'invitation de Lucien, ce qui n'était pas nécessairement évident au départ. Et un certain nombre d'actions, pourquoi? Parce que finalement, ces engagements, dans les associations notamment, sont des engagements qu'on souscrit librement. Et une des valeurs d'ailleurs qu'on peut, ou une des forces qu'on obtient et qu'on acquiert au passage de cette belle école, c'est la liberté, c'est une énorme liberté qui nous est donnée, qui est un grand privilège de pouvoir choisir largement des carrières très très variées, d'en changer également, et cette liberté, on peut aussi l'exercer en dehors de sa propre carrière auprès d'associations de façon très forte ou sur des engagements parfois plus légers. Alors je pense à une association là tout récemment à laquelle de laquelle je me suis rapproché, qui s'appelle Fratelli, qui s'adresse à des anciens de grandes écoles et qui parraine des jeunes hauts potentiels de milieux défavorisés qui leur trouvent pour chaque filleule trouve un parrain ancien de grande école. Ce sont des jeunes qui ne sont pas dans déjà
dans des écoles qui sont parfois même pas dans des prépas, mais déjà en terminale simplement, pour leur donner, on va dire, un sentiment de légitimité à pouvoir accéder, à penser qu'ils peuvent accéder à ces cursus qui ne sont pas réservés à une autre élite sociale. Donc c'est un exemple d'association qui me tient à cœur, et d'ailleurs c'est une association qui recherche beaucoup de parrains. Donc je lance un petit appel encore aujourd'hui, fratelli.org. C'est un exemple d'engagement. Très bien, merci beaucoup Philippe. Claire, si tu veux. Ouais, donc je voulais juste dire, pour moi, l'engagement, c'est complètement constitutif de ce qu'est un ingénieur et de ce qu'est un ingénieur aujourd'hui. Les ingénieurs, ce sont des gens qui sont, et on l'est tous ici, je pense, on a un esprit critique fort, on est capable de construire des argumentaires, on est capable de prendre des positions. Donc l'engagement, ça va de l'engagement associatif qui, je pense, nous anime, en tout cas une grande partie d'entre nous, comme on l'a dit, par ce devoir envers les autres qui nous est donné parce qu'on a a priori quand même eu certaines chances, on va dire. D'un autre côté, je pense que c'est aussi un engagement dans les idées, un engagement dans les prises de position. Et aujourd'hui, quand je vois on va dire la formation qu'on a reçue, je pense qu'on est tout à fait câblé pour faire ça, et je nous enjoins, autant qu'on est, à prendre des positions, à prendre des risques et à faire avancer la société telle qu'on la voit aujourd'hui. Merci beaucoup. Romain ? Je vais rajouter un petit mot sur ce qu'a dit Claire, je suis assez proche de ce que tu viens de dire. En fait, pour moi, l'engagement, c'était sous forme d'entrepreneuriat. Et en fait, quelque chose qui nous avait marqué avec Franck Levet, on a démarré Critéo dès l'école des mines. C'est quelque chose qui venait du directeur des études de l'époque, Gilles Lafrade, qui nous avait dit ce sera facile pour vous, probablement, avec un bon diplôme de l'école, d'avoir des jobs intéressants dans différentes entreprises en France. Mais je vous encourage à ne pas pantoufler, à ne pas prendre des jobs faciles et pas faire beaucoup d'efforts. Je vous engage à créer des jobs. C'est ça la meilleure façon de rendre ce que le pays vous a donné à travers l'école des mines, c'est de créer de l'activité, soit à l'intérieur d'une entreprise, sous forme d'intrapreneur, de développer l'activité, de prendre des risques, soit sous forme de création d'entreprise. Alors c'était, je crois, en 1997 que l'acte entreprendre était né pour la première fois sous l'impulsion de Gilles Lafrade. Et donc, avec Franck, on ne sentait pas de le faire en sortant de l'école, à créer notre entreprise, d'où le passage par Microsoft, en fait, pour nous deux, faire un petit peu nos armes, gagner un peu en maturité. Et quand on a décidé de lancer une start-up en 2005, on avait cœur de le faire en France, alors qu'on avait tous les deux travaillé aux États-Unis pendant plusieurs années, avec la conviction que c'était le moyen de contribuer au développement du pays. Alors évidemment, quand on a démarré, on ne savait pas bien où est-ce qu'on allait arriver, est-ce que ça allait marcher, mais finalement on s'est dit, le risque est assez minimum, le seul risque c'est que ça ne marche pas, et puis finalement on fera autre chose après. Finalement, 10 ans plus tard, on a réussi à créer plus de 1200 emplois, mais ça continue à augmenter. Donc, je pense que une des choses dont on est les plus fiers à travers ce projet de création d'entreprise, c'est le nombre d'emplois qu'on a créés. Ce sont des emplois bien rémunérés de haut niveau. Et on en parlait tout à l'heure avec Philippe Moustard. Il y a un certain nombre d'anciens de Critéo qui sont partis au fur et à mesure, qui sont partis pour créer leur propre entreprise. Et donc finalement, on est assez fiers aussi d'avoir pu, à travers l'aventure Critéo, donner envie à d'autres de faire la même chose. Et se dire, pourquoi pas moi, finalement, ça peut marcher. Et donc on se disait avec Philippe que ce serait intéressant de suivre un peu les parcours de ces différentes personnes et de voir jusqu'où on arrive à pousser cette aventure-là. Voilà, donc c'était finalement cet engagement, il vient de l'inspiration de Gilles Lafrade dès l'école pour créer des emplois, pour prendre des risques et puis ensuite transmettre cette envie-là à d'autres et continuer aujourd'hui à discuter, partager l'expérience avec des entrepreneurs qui se lancent, de parler du parcours, ce qui était difficile, des pièges dans lesquels ne pas tomber et puis donner envie. Merci Romain. Est-ce que d'autres camarades ont envie de s'exprimer, ou Pierre ou Dominique? Peut-être un mot sur l'activité actuelle. Quand j'ai quitté le Quai d'Orsay, j'ai créé une boîte de conseil, de consultants, qui travaille avec l'Asie un peu et avec l'Afrique beaucoup. Et j'avais constaté ça à 2 reprises, ce qui se passe sur le terrain à Dakar. J'ai eu la chance de faire mon service militaire à Dakar la première fois, du temps de Senghor, et puis j'ai été ambassadeur au Sénégal. Le drame de ces pays qui ne se développent pas, qui ne croissent pas,
c'est que les industries, les petites et moyennes industries, ont des durées de vie extrêmement courtes. En face de ça, il y a des grands programmes du Fonds monétaire et de la Banque mondiale qui se déversent sur les ministères des Finances et il y a une évaporation considérable. 90-95% de l'argent déversé disparaît dans le sable. Et avec d'autres amis, Jean-Michel Severino, l'ancien directeur général de l'AFD et quelques autres, nous avons un travail de, alors disons les choses un peu pompeusement, de business angels. Nous conseillons des managers africains pour des PME, PMI, et nous les aidons à développer leur activité, nous les aidons à trouver du financement, et pendant 3 ou 4 ans, ils ont cet appui. Puis après, ils volent leurs propres ailes. Et il nous semble que, à l'écart, encore une fois, de ces grands programmes de financement internationaux, mais en aidant les industriels africains eux-mêmes sur le terrain, et c'est vrai aussi en Afrique du Nord, il y a peut-être une petite chance de développement et de croissance. Bien, merci Dominique. Je ne sais pas si Pierre, tu... Peut-être la responsabilité sociale de l'entreprise, non, c'est pas... Non. Je vais développer la question d'une autre manière. Je vais raconter une saga un peu particulière qui a été celle de l'entreprise Pernod Ricard que je dirige. Alors, quand je dis Pernod Ricard, je pense que vous pensez tous effectivement au pastis, un café terrasse, et le tout un rien franchouillard quand même. En fait, c'est pas ça du tout. Nous sommes un groupe mondial qui est aujourd'hui, nous sommes, grosso modo, nous faisons les 3/4 de notre activité, respectivement, en Europe, dans les Amériques et en Asie-Pacifique. On est totalement mondiaux. Alors, comment est-on arrivé à cette situation? Eh bien, en particulier par une politique d'acquisition extrêmement forte, puisque nous avons acheté des marques comme Chivas, comme Absolute, comme Ballantine's, comme Malibu, comme le champagne Moum et Paris et Jouette, et ceci au travers d'une politique d'acquisition extrêmement forte, puisqu'elle a été concentrée sur 7 ans. Elle a représenté au total 20 milliards d'euros d'investissement, et nous avons fait multiplier les ventes par 5, les profits par 7 et la capitalisation boursière par 8. C'est ce qui nous a d'ailleurs permis, nous aussi, de re-rentrer dans le CAC 40, qui est quand même très important pour une société cotée. Alors, ceci est possible parce qu'il y a eu un travail d'équipe extrêmement, un engagement extraordinaire des équipes de Pernod Ricard, et en particulier au niveau de la holding, des équipes financières, des équipes juridiques, des équipes de trésorerie, parce que pour lever des fonds à ce niveau-là, il faut effectivement être capable de négocier avec des banques qui sont ont toujours envie de vous prêter de l'argent, mais beaucoup trop cher, donc il faut quand même un peu négocier. Et là, je voudrais dire une chose, c'est que on parle effectivement de la France dans la compétition internationale, et je reprendrai mot pour mot ce que tu as dit tout à l'heure, Jacques, et en fait je crois qu'on a dû écrire la même chose sans le savoir dans le livre qui va vous être remis, donc une grande communauté de pensée. Eh bien, il n'empêche que moi je observe 2 choses, c'est que les cadres français, et qui viennent effectivement des grandes écoles, sont absolument remarquables de compétences, remarquables d'engagement, et remarquable aussi de mobilité, car ensuite, pour développer ces activités, nous avons besoin d'avoir des cadres à l'étranger. Eh bien, la réalité, c'est que les Français sont parmi les plus mobiles, beaucoup plus mobiles que, par exemple, des Anglais, des Américains. Ils sont prêts à aller dans des pays, y compris les plus difficiles, puisque aujourd'hui, notre dernier continent de développement, c'est l'Afrique. On y a implanté 5 filiales dans des pays difficiles, comme par exemple le Nigeria ou l'Angola. Eh bien, ce sont des Français qui sont partis à leur tête parce qu'ils étaient prêts à tenter l'aventure. Donc, le message que je voudrais passer, c'est qu'effectivement, les grandes écoles, je l'élargis bien sûr, y compris aux grandes écoles de commerce, forment des cadres qui sont formidablement efficaces, formidablement mobiles, et je pense que c'est un atout pour les entreprises françaises et donc la nation française. Merci beaucoup de ce témoignage industriel. Donc je pense que les uns et les autres, vous avez peut-être eu des contacts avec l'association des anciens de cette école, mais je ne sais pas si vous avez envie de vous exprimer par rapport à ce sujet-là, ou si vous avez des conseils à donner à l'association pour précisément miser sur toutes les idées que vous venez d'évoquer et aider à développer l'association dans ce sens-là et à renforcer le sentiment d'appartenance et des membres. Est-ce que
Vous auriez des conseils à donner ou... François Descamps, qui apparaît dans le petit clip tout à l'heure, disait que pour lui l'association, en fait, c'est les anciens. Donc en réalité, c'est vrai que c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir, et d'une certaine manière, peut-être que les réseaux, tous les moyens modernes aujourd'hui permettent de conserver ces contacts, et qu'en réalité l'association mérite peut-être de faire plus d'efforts pour se faire connaître, ou du moins pour faire connaître ce qu'elle fait, et pour mieux, je dirais, attirer un petit peu les anciens auprès d'elle, et pas seulement quand ils ont besoin d'eux, quand ils ont besoin d'elle plutôt. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Un mot simplement pour dire que quand moi j'étais élève ici, je considérais que l'association c'était vraiment des vieux personnages, et c'est très dommage ça. Je crois qu'il faudrait que l'association, et elle l'est un petit peu, mais elle doit avoir un contact beaucoup plus fort, je crois, avec